Nous irons les chercher à l'aéroport. Nous les bombarderons où qu'ils se trouvent. Même dans les toilettes. Excusez-moi, mais on ira les buter jusque-là. Voilà, il n'y a pas à discuter. Sur la Tchétchénie, on peut s'adresser 1000 fois au Kremlin. Mais le Kremlin s'en fiche. Mais il y a des gens sur lesquels le Kremlin ne peut pas cracher. Et ces gens, c'est Blair, c'est Schröder, c'est Chirac, c'est Berlusconi et c'est Bush. Il faudrait que les responsables des autres gouvernements européens disent quelque chose à Poutine. Il faudrait qu'ils lui disent « Écoute Vladimir, arrête de faire n'importe quoi en Tchétchénie. On n'est plus d'accord avec cette guerre. Il faut que tu arrêtes, car la Tchétchénie, c'est l'Europe. » Bonsoir, bienvenue à Moscou pour ce deuxième numéro d'Un œil sur la planète. Pourquoi Moscou quand toutes les caméras sont braquées sur l'Irak? Eh bien parce qu'en Russie se déroule une tragédie dont personne ne parle, la guerre en Tchétchénie. Dans cette petite république du Caucase, la Russie est engagée depuis bientôt 9 ans maintenant dans une guerre sale. Le bilan est effrayant. Selon les estimations les plus crédibles, entre 50 et 100 000 morts. À l'échelle de la France, cela ferait entre 3 et 6 millions de victimes. Cela se passe en Europe, à 4 heures de vol de Paris. Mais dans un monde en crise, l'Occident a décidé de fermer les yeux, sacrifiant quelques-uns de ses principes pour préserver de bonnes relations avec la Russie. D'ailleurs, pour les Russes, ce n'est pas une guerre, juste une opération antiterroriste. Est-ce la réalité? Si oui, pourquoi interdire à la presse de travailler librement? Quelle est la situation véritable sur le terrain? C'est ce que nous allons essayer de vous montrer avec des images officielles et non officielles. Un récit de Patrick Boitet et d'Annie-Claude Becquet. Chers passagers, notre avion vient d'atterrir à Grozny, la glorieuse capitale de la République autonome socialiste soviétique de Tchétchéno-Ingouchie. Quelle était belle Grozny sous le soleil, dans ce petit film de propagande des années 70 à l'époque soviétique. On y vantait la douceur de vivre et l'amitié fraternelle entre les peuples. L'avenir, comme dans le reste de l'URSS, s'y annonçait forcément radieux. Il y a longtemps qu'on n'entend plus que le chant des corbeaux à l'aéroport, détruit par la guerre, comme l'intégralité de la ville. À Grozny, pas un bâtiment n'a été épargné. On pense à Stalingrad ou à Dresde. Ce n'est pas un hasard, Grozny a été la ville la plus bombardée depuis la Seconde Guerre mondiale. 400 000 habitants au beau jour, mais combien aujourd'hui? À vrai dire, on l'ignore. Des ombres qui se croisent dans une ville fantôme. De ci, de là, une lumière indique que la vie continue, malgré tout, au milieu des ruines. Ironie terrible, l'un des seuls endroits épargnés par les combats est le cimetière des victimes des purges staliniennes. En 1944, Staline a fait déporter la totalité du peuple tchétchène. Depuis des mois, Moscou clame que la situation est normalisée en Tchétchénie. Le conseiller de Vladimir Poutine pour ce territoire est affirmatif. Il y a une différence énorme entre l'état des choses d'aujourd'hui et, disons, 2-3 ans auparavant. En principe, cette opération contre terroriste, comme nous l'appelons, elle est achevée. Elle est achevée parce qu'il n'y a pas de, disons, il n'y a pas de détachement plus ou moins considérable de résistance qui s'oppose aux forces spéciales de la Russie. Mais comment vérifier? Il est toujours interdit aux journalistes de travailler librement en Tchétchénie, officiellement pour question de sécurité.
Les seuls voyages de presse se font sous bonne garde, sous la supervision du FSB, l'ancien KGB, en charge de l'opération antiterroriste. On incite les caméras à filmer les rares immeubles en reconstruction. Mais il faut bien de l'imagination pour croire au renouveau. Ici, on va construire un hôtel. Là-bas, on va faire un parc. Et par là, plus loin, à 600 mètres, on est en train de reconstruire un pont. Pour entendre un discours non officiel, il faut tourner clandestinement en Tchétchénie. Ce que nous avons fait en février 2003, pour constater que la situation y reste dramatique. Dans ce quartier de Grozny, il n'y a toujours pas d'eau courante, juste un point d'eau. Nous y rencontrons un jeune garçon. Tu habites dans l'immeuble démoli? T'as des parents? La voisine nous interpelle. Nous lui avons demandé si l'on pouvait monter chez elle pour savoir comment elle s'en sort. Il paraît que toute la Tchétchénie est approvisionnée. Mais moi, je n'ai rien eu. Je me suis peut-être mal débrouillée. Fatima a 5 enfants, enceinte du 6e. Avec son mari, ils s'entassent à 7 dans un 2 pièces cuisine. Un appartement insalubre, sans aucun meuble. Tout a été volé ou détruit. Il y a du gaz et de l'électricité, même si les coupures sont fréquentes. L'école a repris. Le problème majeur reste la nourriture. Dans l'immeuble, on vit comme dans une tribu. Aujourd'hui, j'ai de la viande, la voisine a du riz. Ensemble, on peut préparer quelque chose. Il y a des gens qui peuvent gagner leur vie, mais ce n'est pas notre cas. Pas d'aide du gouvernement russe? De la part du gouvernement russe? Laissez-moi rire. Le gouvernement russe envoie peut-être de l'aide quelque part, mais ça n'arrive jamais jusqu'à nous, les gens simples. Dans l'immeuble, la seule ressource, c'est l'aide humanitaire danoise qui arrive par à-coups. Quand il y a du surplus, les familles le troquent ou le vendent au marché. Car le marché central de Grozny a repris son activité. Il semble relativement bien approvisionné. La plupart des marchandises sont importées de l'Ingouchie voisine, distante de 70 km. Encore faut-il pouvoir acheter. Et quand on évoque avec les commerçants la stabilisation de la situation vantée par Moscou et la tenue prochaine d'un référendum constitutionnel, la colère éclate. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de droit de l'homme. À quoi ça rime un référendum? Nous ne voulons pas de cette guerre. Ce qu'il nous faut, c'est que les soldats russes partent, que nos truands et que les truands russes partent aussi, qu'ils nous foutent la paix. À 2 h du matin, on débarque chez vous avec des cagoules. Si ces hommes sont dans leurs droits, pourquoi ont-ils tellement peur de se montrer quand ils viennent emmener nos enfants? Si quelqu'un a commis une faute, eh bien que les forces de l'ordre viennent pendant la journée et qu'on sache au moins où on emmène les gens. C'est un vrai cauchemar. Le cauchemar des Tchétchènes, ce sont les exactions des forces russes. 80 000 hommes en Tchétchénie, un soldat pour 7 habitants selon les ONG. Hormis les montagnes du sud, les Russes quadrillent le territoire. Un caméraman russe a pu filmer exceptionnellement le travail des forces spéciales au printemps dernier. Après la guerre à outrance, c'est désormais le temps des nettoyages, la traque des indépendantistes, des criminels terroristes, selon Moscou. Certains de ces hommes masqués sont des Tchétchènes qui se sont rangés aux côtés des Russes dans ce combat. Dans ce village, ils sont venus chercher un homme, celui-là, en vert, sur la droite. Les Russes disent qu'il était membre d'un commando tchétchène lors d'une prise d'otage en Russie, en 1995.
Nous sommes bien renseignés. Nous savons exactement où se trouvent les combattants. Ainsi, on épargne la plupart des gens. Ou bien ils souffrent le moins possible. Есть и отец, есть и мать, и сестра, брат есть, все есть. Что хочешь, забери. Нет, нормально. Я не сам. Мы его забираем, но не время. Переговорить только. Женщину любую забирайте, не надо. Она же уже сердечница. Sa famille sait qu'il est fort probable qu'elle ne le reverra jamais vivant. En Tchétchénie, les camps d'internement russes, appelés aussi camps de filtration, ont sale réputation. La torture y serait monnaie courante. Avec de l'argent, les familles peuvent espérer acheter la libération d'un proche. Mais selon plusieurs témoignages, il faut aussi payer pour récupérer les cadavres, quand ils sont reconnaissables. Les forces de sécurité feraient parfois sauter à l'explosif des groupes de prisonniers liés en fagots humains. Selon l'Association de défense des droits de l'homme Mémorial, on peut estimer à 6000 le nombre d'exécutions extrajudiciaires commises en Tchétchénie depuis juillet 2000. Les opérations russes n'ont pas fait taire la résistance tchétchène, peut-être même au contraire. En Tchétchénie, le sang appelle le sang. Pour chaque mort, chaque homme torturé, il y a un combattant de plus pour défendre la cause des rebelles. Et pour tuer des Russes. Leur arme favorite est la mine radiocommandée. Les Russes perdraient entre 4 et 8 soldats par jour, à cause des rebelles. C'est sûr qu'ils nous considèrent comme des ennemis. Cette guerre dure depuis tellement longtemps. Alors qu'est-ce que vous croyez? Comment peuvent-ils traiter autrement les gens qui les tuent? Il n'y a pratiquement pas une famille qui n'a pas été touchée par cette guerre. Moscou a clairement indiqué qu'il n'y aura pas de compromis avec les rebelles. Les nettoyages se multiplient, les bavures aussi. А что в селе вот не слышно, есть бандиты, нет? Не слышали пока. А шахидов много у вас? Здесь? Здесь я их не слышу. Есть или нет? На кладбище есть шесты шахидов? Нету? Ни одного? Не знаю, наверное, может быть, я не знаю. Село большое, как нет? Село большое, конечно. Есть. Может быть. Дети-то в школе учатся? В основном, в 7-м, 2-м. Cet échange glacial va être brutalement interrompu. Dehors, 3 garçons se sont enfuis à la vue des Russes. Une raison suffisante pour qu'ils ouvrent le feu. Les Tchétchènes disent que pour les Russes, à partir de 12 ans, un enfant peut être un combattant. La présence de la caméra a peut-être sauvé la vie de ce garçon. Pour le moment. La peur qu'inspirent les forces de sécurité leur permet tous les excès. Les témoignages abondent sur leur racket systématique au contrôle. L'armée russe vit sur la population. Un chauffeur de taxi, Youssouf, a accepté de témoigner sur ces pratiques. Quand on est chargé, c'est 50 roubles. À vide, c'est 10 ou 20 roubles.
Est-ce qu'ils vous demandent autre chose? Ils ne veulent rien d'autre, il suffit de les payer. Alors on peut transporter n'importe quoi du moment qu'on paye? Sans aucun problème, ils ne regardent même pas. Tu sors l'argent et tu passes. Avec son taxi, Youssouf gagne jusqu'à 250 roubles, autour de 7 € par jour, un très bon salaire aujourd'hui en Tchétchénie. Il possède une maison, mais il n'y vit plus. Elle a été endommagée par la guerre. Pour que ça ne s'effondre pas complètement, j'ai ramassé de la tôle ondulée pour faire un toit et la renforcer. La maison de Youssouf est la seule du quartier à ne pas être en ruine. Pas totalement en ruine. Car il vient tous les jours la surveiller. Ici, tout autour, il y avait des maisons. Ils ont tout fait sauter, sous prétexte qu'un blindé a été détruit à partir d'ici. Et après des explosions comme celle-là, les gens du coin ramassent les briques et les revendent. On raconte que certains ont même payé les soldats pour qu'ils détruisent une maison afin de pouvoir revendre les briques. Il y a eu des cas comme ça. Youssouf a réussi à reloger sa famille dans un immeuble du centre, pas trop endommagé, au standard de Grozny. Son appartement est confortable, mais le fils aîné ne tient pas à reprendre le travail du père. Il a cyniquement d'autres ambitions. Je voudrais continuer mes études à l'école de la police. Qu'est-ce que tu veux faire? Devenir juge d'instruction. Pourquoi? Parce que ça peut rapporter pas mal. Un autre moyen de gagner sa vie, c'est la vente d'essence de contrebande. Une essence distillée artisanalement dans des mini-raffineries privées appelées samovars. Une activité officiellement interdite, mais il n'y a pas de travail et il faut bien manger. Alors les Tchétchènes creusent, seuls ou en bande, pour trouver du pétrole qui imbibe le sous-sol. À partir de 18 mètres, on peut trouver une nappe. De ce puits, on extrait par exemple entre 500 et 1000 litres par jour. Cette activité est parfaitement connue des forces de l'ordre qui en tirent une fois de plus bénéfice. Les fédéraux nous plument, les locaux aussi. Ils ne font rien pour qu'on puisse mieux travailler. Ils nous prennent juste de l'argent. Et nous, on bosse toute la journée. Quand les hommes refusent leur raquette, les soldats font sauter les puits. Mais les puits peuvent aussi exploser tout simplement à cause d'un court-circuit. Une semaine avant ce tournage, un accident a causé 3 morts et 4 blessés dans le quartier. Un tuyau percé et c'est la mort au fond du puits. Est-ce que votre mari a des problèmes de santé depuis qu'il fait ça? Il s'essouffle. Il a de l'asthme. Il a déjà eu des accidents? Il est tombé plusieurs fois car le câble a cassé. Alors il risque sa vie? Oui. Il n'y a rien d'autre? Il faut soit voler, soit tuer quelqu'un, soit travailler honnêtement, mais gagner sa vie dans la sueur. C'est tout ce qu'on a comme choix. Risquer sa peau pour ne pas crever de faim. Une vie de chien qui n'incite pas vraiment les Tchétchènes réfugiés dans l'Ingouchie voisine à rentrer chez eux, même si la vie dans les camps de toile, comme ici celui de Spoutnik, est difficile. Il faut de la patience et du courage pour espérer gagner un peu plus que l'aide humanitaire. Depuis 3 jours et même 4, j'ai juste vendu un verre de graines de tournesol pour 2 roubles. Aujourd'hui, j'ai aussi vendu un paquet de cigarettes. C'est tout. Pour certaines familles, c'est le 4e hiver sous la tente.
Et c'est long. La lassitude gagne. Notre terre tchétchène est là-bas. On s'arrête souvent à cet endroit. On la regarde et on pense, peut-être que Poutine fera quelque chose de bien pour nous demain. Peut-être que le pire est derrière nous. Les réfugiés sont une présence dérangeante pour Moscou. La preuve qui dément le discours du Kremlin sur la normalisation en Tchétchénie. Alors on les pousse à quitter les camps. Il y a 3 mois, 2500 personnes vivaient encore au camp d'Aki-Yourt. En décembre dernier, ils ont reçu l'ordre de partir. Ils ont tout simplement coupé le gaz et l'électricité à plusieurs reprises. Ils disent qu'ils ont besoin des locaux, qu'on doit partir d'ici. Où irez-vous? Je n'en sais rien. Ça ne les intéresse même pas de savoir où on ira. Le but de cette politique est de faire disparaître officiellement la trace des réfugiés. Selon le Kremlin, ils sont moins de 20 000 en Ingouchie. 5 fois plus, selon le HCR. Ils se terrent où ils peuvent. Nous, sur les papiers, on n'existe plus. Ils disent qu'on n'est plus là, que le camp est fermé, qu'il n'y a personne. Mais vous voyez, des gens vivent encore ici. Les Russes voudraient nous cacher et installer des jardins potagers à la place du camp pour qu'on ne puisse plus nous voir. Nous, on s'y est opposés. On a gardé notre baraquement. Mais d'autres se retrouvent aujourd'hui à camper dans les champs. Pour ceux qui craquent ou qui désirent rentrer dans leur pays, les Russes ont installé des centres de migration. Les candidats au départ doivent remplir des tonnes de paperasse. À ceux qui n'ont plus rien, on fournit des papiers, une adresse où se loger provisoirement à Grozny et 3 mois d'aide alimentaire. C'est tout. On n'avait pas le choix. Sous la tente, c'est plus possible. Il n'y a aucun confort. Les enfants sont toujours malades. Et là-bas, vous avez une maison? C'est toujours mieux chez soi. Avec les siens, on peut toujours s'entraider. Officiellement, il y a 100 départs volontaires par jour d'Ingouchie vers la Tchétchénie. Ceux qui rentrent sont surtout les familles avec des enfants en bas âge ou qui n'ont que des filles. Ceux dont les garçons sont en âge de combattre craignent les rafles et préfèrent rester en Ingouchie. Il faudra du temps, beaucoup de temps pour que cicatrisent les blessures. À voir le comportement des troupes russes sur le terrain, on comprend que cela prendra sans doute plusieurs générations. Le 25 décembre dernier, Moscou se vantait de la reddition de 28 combattants tchétchènes venus déposer les armes à Grozny. Un acte qui prouvait, selon le Kremlin, le succès de la politique russe en Tchétchénie. 2 jours plus tard, un commando suicide faisait exploser avec un camion piégé le siège de l'administration tchétchène pro-russe, le bâtiment le mieux gardé de la ville. Plus de 80 morts et des dizaines de blessés. Un démenti sanglant à tous les discours sur la normalisation. C'est une guerre sans fin. Ils ont 2 ou 3 recrues de plus tous les mois. Nous n'exterminons pas les enfants comme les Allemands l'ont fait pour en finir complètement avec tout un peuple. Donc dans 2 ans, les combattants âgés de 20 ans seront encore bien plus nombreux. L'histoire enseigne qu'il y a rarement de solution militaire aux guerres d'indépendance. Seul un processus politique permet de faire taire les armes. En Tchétchénie, il y a urgence. C'est une femme indignée que nous allons rencontrer maintenant. Anna Polikovskaya est sans doute la Russe qui connaît le mieux la Tchétchénie aujourd'hui.
de ses nombreux voyages là-bas, elle a tiré un livre coup de poing au titre édifiant « Voyage en enfer ». En parlant de vos voyages en Tchétchénie, vous dites que vous êtes allé en enfer. À quoi ça ressemble un enfer? Oh, ce n'est pas une exagération, une image journalistique. L'enfer, c'est l'endroit où les gens meurent. Des gens comme moi, parce que d'autres, qui possèdent le pouvoir et les armes, partagent l'argent entre eux. C'est pour ça que j'appelle cela l'enfer. C'est une vraie tragédie. Les gens dont je parle dans mon livre, je les ai connus personnellement et ils ne sont plus là. Ce sont mes héros, non pas parce qu'ils sont morts, mais parce qu'ils ont partagé le destin de la population civile de Tchétchénie. Ils sont proches de moi. Je refuse catégoriquement de distinguer deux camps. Nous vivons tous dans le même pays et nous sommes tous des êtres humains. Mais il est vrai que la société russe évolue comme une société fasciste, où les Tchétchènes sont des sous-hommes. Ce sont des hommes de deuxième, voire de troisième catégorie. Ils n'ont pas les mêmes droits, des droits qui sont déjà très réduits, même pour moi, en tant qu'habitante de Moscou. Est-ce que vous vous sentez soutenu par l'opinion russe? On a quand même un peu le sentiment que vous êtes seul à crier votre colère. Je dirais presque seul. Peu de gens comprennent ma position. Ici, dans le pays, presque personne ne me comprend.